Un homme peut se demander ce qui fait de lui un homme comme les autres. Dans ce cas, il s'interroge donc sur ce qui définit l'identité. Mais il peut se demander aussi ce qui fait de lui l'homme ou l'être singulier qu'il est, différent de tous les autres. Il s'interroge donc aussi sur ce qui définit son identité personnelle. Si ces dernières sont linéaires tout au long de sa vie ou au contraire si elles peuvent évoluer, si elles sont flottantes. La question que nous nous sommes posée est à quel point l'identité est-elle flottante ? L'identité flottante est le fait qu'une identité n'est pas immuable, mais qu'elle peut changer selon notre parcours de vie, par exemple les personnes immigrées, trans, mais aussi les personnes qui ont changé d'échelon social. Nous avons décidé d'aborder 3 types d'identité. L'identité sexuelle, l'identité culturelle et l'identité sociale. L'identité sexuelle. Elle désigne l'attirance qui peut être romantique et ou sexuelle. Et donc l'attirance ou attraction, elle, désigne l'attirance envers d'autres humains. On parle donc d'activité érotique. La particularité de l'identité sexuelle, c'est qu'on y trouve plusieurs formes d'identité. Tout d'abord, nous avons des formes de critères. Ici, on parle de caractères primaires, donc le sexe, et secondaires, les fesses, les seins, les hanches. Après les critères physiques, nous nous sommes penchés sur ce qui relève de l'orientation. On constate qu'il y a différents types d'orientation. L'orientation sexuelle, selon les sciences humaines et sociales, et l'orientation est un mode durable d'attirance sexuelle pour le sexe opposé, le même sexe ou les deux. L'identité d'orientation sexuelle est une construction sociale. Elle n'est pas linéaire et peut ou non correspondre au sexe biologique, au comportement sexuel ou orientation sexuelle réelle, c'est-à-dire identitaire ou non. L'American Psychological Association Medical fait la différence entre l'orientation, donc attraction sexuelle innée, et l'identité d'orientation sexuelle, qui peut changer tout au long de la vie de la personne. Ici, l'orientation romantique, c'est une orientation affective, qui indique le sexe ou le genre avec lequel la personne est susceptible d'avoir une relation amoureuse. Enfin, pour terminer, nous avons approché le genre. Ici, une personne transgenre adopte l'apparence et le mode de vie d'une personne d'un sexe différent de celui de sa naissance, mais sans changer de sexe. Une personne transsexuelle a modifié son corps par la prise d'hormones ou à l'aide de la chirurgie. Cette personne est passée d'un sexe à l'autre. De plus, une personne qui est attirée sentimentalement mais pas sexuellement par tout type de personnes, indépendamment de leur sexe ou de leur genre, on les nomme les aromantiques. Par exemple, les aromantiques sont des personnes qui ne ressentent pas d'attirance romantique et ne tombent donc pas amoureuses au sens traditionnel du terme. C'est un peu le pendant de la sexualité mais au niveau amoureux. Au contraire, les personnes qui ressentent une attirance romantique quelconque sont dites alloromantiques ou z-romantiques. Pour conclure cette première partie, l'identité sexuelle est complexe à définir et se compose de plusieurs facteurs. Elle relève de caractères physiques, d'orientation et de genre. Et surtout par un devenir. On ne naît pas homme, on le devient. Mais alors qu'est-ce que l'identité culturelle ? C'est ce par quoi se reconnaît une communauté humaine, sociale, politique, régionale, nationale, ethnique, religieuse, en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, de langue et de lieu de vie, de pratiques, de traditions et de croyances, de vécu en commun et de mémoire historique. Cette identité culturelle plurielle est une des composantes essentielles de l'identité de chaque individu. Plus elle est plurielle et ressentie comme telle par l'individu, et plus celui-ci sera à même d'être à l'aise, efficace, voire heureux dans des situations culturelles autres, sociales, politiques, régionales, nationales, ethniques, religieuses. La notion de mouvance de l'identité culturelle est étayée dans les textes de Marie Théberge. Avec la complexité des sociétés modernes, apparaît une conception de l'identité qui se construit en interaction avec la personne et la société. Cette conception fait la jonction entre ce qui est issu de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur. S'appuyant sur un noyau identitaire central, elle est conçue de manière à ce qu'un dialogue permette l'intégration des diverses identités présentes dans le monde externe. La personne qui les intègre se trouve à avoir plusieurs identités qui peuvent être compatibles ou contradictoires. De cette conception fragmentée de l'identité, émerge la définition post-moderne où la personne vit des transformations continuelles selon la façon dont elle se représente les différents systèmes culturels. À mesure que ces systèmes se multiplient, la personne est confrontée à redéfinir son identité et à créer un sens d'unité qu'elle traduit dans une histoire personnelle ou un récit du moi, Brunet 1991. L'identité culturelle passe donc par de constantes redéfinitions, ce qui signifie qu'elle peut être fréquemment sujette à révision.
La compréhension du temps et de l'espace contribue à la vie sociale et affecte l'identité culturelle de la personne. Giddens, 1990. Il en résulte donc soit un désir d'homogénéisation culturelle du monde postmoderne, soit une résistance à cette homogénéisation par l'affirmation d'identités particulières, locales ou nationales, soit l'émergence d'identités hybrides qui profitent du déclin des identités nationales. La notion de mouvance de l'identité culturelle est étayée dans les textes de Mariette Théberge. Mais alors, qu'est-ce que l'identité sociale ? L'identité sociale correspond à tout ce qui permet à autrui d'identifier de manière pertinente un individu par les statuts, les codes, les attributs qu'il partage avec les autres membres des groupes auxquels il appartient ou souhaiterait appartenir. On parle de référents identitaires. Ces groupes correspondent aux différentes catégories sociales dans lesquelles les individus peuvent se ranger en fonction notamment de leur sexe, de leur âge, de leur métier, de leur statut dans la famille, de leur localisation géographique, de leur nationalité, de leur ethnie, de leur occupation, loisirs ou sport favoris, de leur appartenance à un parti politique, etc. Les caractéristiques de l'identité sociale ne sont pas toujours déterminées par l'individu, mais le plus souvent prescrites par la société comme moyen de reconnaissance, d'identification de l'extérieur. L'attribution de caractéristiques identitaires à un individu est aussi un moyen de classifier et d'ordonner les membres d'une population sur la base de critères prépondérants. Un même individu peut être perçu comme ayant plusieurs identités sociales en fonction du domaine particulier qui est considéré. L'identité sociale peut être positive ou négative selon le positionnement du groupe dans l'échelle des groupes sociaux. Le psychologue social Henri Tajfel, 1919-1982, anglais d'origine polonaise, a développé dans les années 1970 la théorie de l'identité sociale selon laquelle les individus essaient de se créer une identité sociale positive et favorisent le groupe auquel ils appartiennent et le considèrent comme meilleur que les autres groupes. La catégorisation sociale est utilisée pour se reconnaître comme membre de tel ou tel groupe. L'identité sociale ne doit pas être confondue avec l'identité culturelle qui est l'adhésion plus ou moins forte d'une personne aux valeurs et prescriptions d'une culture. L'identité sociale ne peut être dissociée de l'identité personnelle qui est le produit de la socialisation et de l'expérience vécue par les individus tout au long de leur vie et qui permet la construction du soi, la conscience de soi et la différenciation entre les individus. On peut voir que toutes ces formes d'identité peuvent changer, même si certaines comportent des concepts comme l'identité d'orientation sexuelle, qui est innée et inchangeable, l'orientation sexuelle peut quand même changer au cours de la vie d'une personne. De plus, pour ce qui est de l'identité culturelle ou sociale, il n'y a, par définition, aucune part d'inné, ce qui fait de ces identités des identités flottantes car elles ne sont pas immuables et sont vouées à changer tout au long de la vie d'une personne. Les identités sont donc toutes flottantes, même si elles se réfèrent parfois aux origines et ou peuvent comporter des parts d'inné, elles changeront donc toutes pour diverses raisons, psychologiques, événementielles, physiques. De cette conclusion, il est possible d'émettre une question. Pouvons-nous, et est-il enviable d'influer sur nos identités ?